يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance au sommaire aujourd'hui de Stade 24. L'équipe nationale A et A', les A qui ont battu le Zimbabwe 3-1 et qui affrontent demain l'Arabie Saoudite. C'est une toute autre rencontre d'un tout autre niveau. Concernant les A', une défaite, un nul, battu 3-2 par le même adversaire, l'Égypte, et un match nul qui vient de se terminer. 0-0, les deux rencontres se sont jouées au Cairo Stadium. On reviendra sur le gros chantier qui attend Majid Bouguerra. On est après moins un mois du début de la Coupe arabe de la FIFA. Et puis des hauts et des bas consacrés à la JS Kabylie, équipe féminine, qui a remporté la Super Coupe d'Algérie. Et on terminera avec le représentant africain au tournoi intercontinental qui aura lieu au mois de mars. Ça sera la République démocratique du Congo. Pour en parler aujourd'hui, on accueille avec plaisir Djilali Belhou. Bonsoir. Bonsoir Maman. Bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et merci d'être avec nous. Bonsoir Ali Hamouche. Bonsoir Maman, bonsoir coach. Alors coach, je rappelle que vous êtes l'ex-entraîneur de l'USM Khanchla. Vous avez fait un bon début de saison. Vous n'avez connu votre première défaite, si je ne me trompe pas, qu'au bout de 8 journées à peu près. Exactement. C'était votre première défaite de la saison. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de matchs nuls. Vous avez mis longtemps à gagner, mais dans le même temps, votre équipe proposait, vraiment c'était une des équipes, et tous les spécialistes s'accordent à dire, qui proposait du jeu. Vous avez quitté le club, on va revenir très brièvement sur ce départ, mais également, félicitations, puisque vous êtes fraîchement diplômé, vous avez obtenu votre diplôme UFA Pro. C'est le diplôme de persévérance. Voilà, ça fait une dizaine d'années que j'ai essayé déjà de le passer. J'ai été récompensé dernièrement. C'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour tous les entraîneurs algériens. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes passé par la JS Kabylie, que également vous avez sillonné l'Afrique, vous avez fait notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal Rwanda. Et le Rwanda. 3 pays africains, donc vous avez une connaissance également du football continental. L'UFA Pro, pour vous, c'est la consécration. Ça vous ouvre les portes de l'Europe ? Du monde. Du monde, ouais. Parce que c'est le premier diplôme au sein mondial. C'est vrai qu'aujourd'hui, la marche, on va dire, elle est un peu plus large. Je peux me retrouver, on va dire, à travailler en Asie, comme en Europe, comme en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Donc, c'était pour moi très, très important d'avoir ce diplôme-là parce que, on va dire, c'est l'ouverture du futur. Khanchla, on pensait que tout allait bien. Tout allait bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que, comme je disais, je me devais d'être honnête envers moi et envers mon club. Je n'arrivais pas à me projeter. Je n'arrivais pas à regarder l'avenir à Khanchla. C'était peut-être le bon moment pour moi de sortir. Il y avait une mini-trêve qui... Quand vous dites, le téléspectateur qui nous regarde va se dire, je ne voyais pas l'avenir. C'est-à-dire, il n'y avait pas de... Avec les dirigeants, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Allez, on va le dire comme ça. En termes de projection sur le plan sportif, on se met bien d'accord. Moi, certainement. Quand je parle je ne me voyais pas dans le futur, c'est que on n'avait pas un objectif précis. Je disais. Ça manquait d'ambition, c'est ce que vous voulez dire ? Ça manquait d'ambition, ce que je disais. Je suis quelqu'un d'ambitieux et malheureusement, je voyais que le club ne m'offrait pas cette ambition-là. Donc, j'ai préféré un peu m'écarter et laisser quelqu'un d'autre prendre le relais. Également, il y a eu ce passage à la JS Kabylie. Vous êtes venu en tant qu'entraîneur adjoint, puis vous avez pris en main l'équipe avec de bons résultats au final. Mais finalement, là aussi, vous n'êtes pas resté. Après ça, malheureusement, ça ne dépendait pas de moi. J'avais envie de rester à la JS Kabylie. À l'époque, il y avait ce mot qui sortait tout le temps, grand entraîneur pour la JS Kabylie. Donc j'avais préféré aussi laisser la JS Kabylie travailler sereinement et offrir aussi pour ce grand entraîneur qui voulait absolument. C'est quoi la définition pour vous d'un grand entraîneur, d'un bon entraîneur ? C'est quoi un bon entraîneur ? Moi personnellement... Chacun va avec une définition. Voilà, moi personnellement, le mot grand entraîneur ou petit entraîneur, ça n'existe pas, il y a l'entraîneur.
Après, il y a les résultats qui font que, est-ce qu'on est petit ou grand entraîneur? Surtout en Algérie, on a tendance à dire grand entraîneur, alors que réellement... Moi, si vous me demandez la définition, j'ai une toute autre définition. C'est pas, moi, je veux bien. Ma définition, c'est un entraîneur capable de faire progresser individuellement et collectivement l'équipe. C'est ça pour moi, un bon entraîneur. Mais au final, est-ce que vous partagez ou pas? Mais au final, il faut des résultats. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Par contre, aujourd'hui, le mot grand entraîneur revient beaucoup en Algérie. Et réellement, on sait. C'est le nom? C'est même pas un nom, parce que est-ce qu'on a vraiment réellement des noms dans des grands entraîneurs? C'est les résultats qui précèdent? Non, je pense pas. Je pense que c'est un mot qu'on jette comme ça, parce qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude de le sortir. Et... Ali Hamous n'a pas l'air convaincu. Mais bon. Les résultats, généralement, on dit le meilleur ami d'un entraîneur, c'est les résultats. Oui, non, mais ça, on est tout à fait d'accord. Honnêtement, pour ça, il n'y a pas de... Mais également, tout dépend quel groupe il a, quel joueur, quels moyens techniques, qu'est-ce qu'on lui donne. Tout dépend également. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ce que je dis, mais... Je prends un exemple. Oui. On va dire Bielsa. Bielsa, ce n'est pas un entraîneur qui a un riche palmarès. Mais au sein, on va dire, des entraîneurs, il fait l'unanimité pour tout le monde. C'est un grand entraîneur. Vous revenez d'une autre manière à la définition que je donnais. Faire progresser individuellement et collectivement. Faire donner de l'intelligence également. Les joueurs réfléchissent. Parce il faut, je pense, engager la réflexion des joueurs sur un projet de jeu. C'est tout ça. Moi, je suis d'accord avec vous deux, mais quand on parle de Bielsa, on a sauté du championnat algérien au grand Bielsa. Donc, moi, quand je parle de grand entraîneur, je parle de championnat algérien. Est-ce que réellement, aujourd'hui, on a eu des grands entraîneurs qui sont passés en Algérie? Ben, certainement, oui. Après, maintenant, la définition, c'est un point d'interrogation. Quand vous dites certainement oui, à qui vous pensez? Les grands entraîneurs, ben, par exemple, il y a eu, on a tendance à oublier, mais il y a eu De Sabre qui est passé par le championnat algérien. Il y a eu Hervé Renard qui est passé par le championnat algérien. On voit aujourd'hui Hervé Renard. Nouzaré, passé par le championnat algérien. Robert Nouzaré, à l'époque Moundial d'Alger, ouais. Hugo Bross, et qui a gagné par la suite la Coupe d'Afrique. Justement, le passage de Hugo Bross, né à DJSK, il a été limite petit entraîneur, pas grand entraîneur. Hein. Mais voilà, il a gagné la Coupe d'Afrique avec le Cameroun. Il y a un tas de paramètres. L'environnement, bien sûr, bah oui, bien sûr. C'est ce que je disais Mama tout à l'heure, c'est qu'après, en Algérie, on lance souvent ce mot, grand entraîneur. Aujourd'hui, il y en a qui considèrent encore Riyad Benchira comme un petit entraîneur. Il y a un palmarès. Justement. La différence, c'est qu'on le considère comme un petit entraîneur parce qu'il est algérien, tout simplement. Il y a le complexe pour vous? Bien sûr qu'il y a un complexe. Ah, vous le voyez sous cet angle-là? Ah ben bien sûr. Aujourd'hui, un entraîneur étranger, c'est forcément un grand entraîneur. C'est la mode actuellement de l'entraîneur tunisien. L'espérance de Mostaganem. Je vois également Khanchla. Là, il y a l'entente de Sétif qui ne s'est pas encore fait pour l'entente de Sétif. Finalement, je pense que c'est un Serbe. C'est fait, c'est un Serbe. C'est un Serbe. Non, j'ai bien dit. Il y avait un entraîneur qui tenait l'accord. D'ailleurs, qui a un super palmarès, qui a été sélectionneur de beaucoup de pays. Donc voilà, je dis, ça dépend. Il y a des modes comme ça. C'est notre championnat. Voilà, aujourd'hui, si on ne le comprend pas, c'est qu'on ne connaît pas le championnat. Moi, je le comprends très bien et je l'accepte. Si vous deviez qualifier le championnat de Ligue 1, qu'est-ce que vous dites? Championnat dur? Championnat dur, compliqué, et l'entraîneur doit être concentré à 100% sur le terrain et à 100% à l'extérieur du terrain. Parce que malheureusement, c'est l'extérieur du terrain qui fait... Ça pompe beaucoup d'énergie, tout ça. Énormément. C'est pour ça que je disais la semaine dernière dans une conférence que j'avais plus de force. Quand je disais j'avais plus de force, je parlais de ça. Est-ce que vous pensez que l'entraîneur n'est pas assez protégé par la direction du club? C'est sûr, ça c'est sûr certain. L'entraîneur, il est livré à lui-même. Pire encore... Quand les résultats sont là, il est entouré. Voilà. C'est surtout ça. Pire encore, quand il y a une défaite, c'est lui le responsable. C'est pas l'organisation qui a fait que... Non, c'est lui le responsable. C'était à lui de rentrer, de faire le centre, de marquer et de bien défendre derrière. Voilà, c'est ce qu'on demande à l'entraîneur, malheureusement. Alors que l'entraîneur... Mais voilà, ça nous a permis d'avoir à travers ces discussions. Ouais, c'est toujours intéressant. Oui, non, mais c'est toujours intéressant. Parce que l'entraîneur... C'est une fonction qui nécessite beaucoup d'énergie, qui use également, sur le plan de la santé, très stressante, et c'est quasiment, on est pleinement impliqué 24 sur 24. C'est-à-dire que même quand vous dormez, je ne sais pas ce que vous pensez, football également, voilà. On dort en on se réveille, on mange, football. Et quand on se lève, on pense à autre chose. Très bien, l'événement de Stade 24.
l'événement de Stade 24 consacré à notre équipe nationale. On a joué le Zimbabwe, l'Algérie s'est imposée 3-2. Demain, il y aura l'Arabie Saoudite. Mais avant de parler de l'Arabie Saoudite, on va revenir sur ce match contre le Zimbabwe avec une équipe avec un nouveau système de jeu. C'est la première fois que ce système est mis en place par l'entraîneur Petkovic. C'est un sujet préparé par Ali Hamouche. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a mis à profit le match amical face au Zimbabwe pour aligner un 11 New Look et opter pour un autre système de jeu différent par rapport à celui avec lequel la sélection joue depuis l'ère Petkovic. C'est quasiment une équipe d'Algérie bis qui a été alignée d'entrée avec des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, à commencer par la charnière centrale composée de Belaid, Chergui et Hadjam. 3 joueurs alignés côte à côte pour la première fois. C'est le cas aussi des 2 pistons, Aït-Nouri qui revient de blessure et Belghali qui s'impose comme titulaire avec les absences de Attal et de Farsi. Au milieu de terrain, le jeune Maza a été associé au duo Zerrouki et le revenant Ben Nasser, 2 joueurs qui se connaissent pour avoir joué ensemble par le passé, que ce soit avec Belmadi ou Petkovic. Sur ce match, il apparaît clairement que Maza sera un élément incontournable. Et en attaque, pas de surprise avec le duo Amoura, l'élément offensif le plus en forme depuis quelques mois, et Bounjah, plus à l'aise dans une attaque à 2. Ce match a également permis à des joueurs comme Titraoui, dont c'est le premier match avec les A, Zorgan, Bekrar et Kebal, d'engranger du temps de jeu. Même si, pour Kebal, on aurait aimé le voir un peu plus que 10 minutes. Reste à savoir maintenant si ce schéma sera reconduit face à l'Arabie Saoudite ou bien Petkovic renouera avec ses principes. Ce qui est sûr par contre est que le 11 rentrant va certainement changer car ce match est le véritable test pour les Verts avant la CAN. L'entraîneur national qui tente une nouvelle approche ou un nouveau système de jeu. Ça vous étonne, un mois de la Coupe d'Afrique des Nations? Non, pas vraiment. Je pense qu'au contraire, je pense qu'il connaît bien son groupe. S'il a décidé de jouer avec ce système sur ce match-là, je pense qu'il était sûr que ça allait réussir. Et comme l'a si bien dit Ali Hamouche, avec une équipe bis. Hein. Exactement, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération, hein, c'est que la charnière n'a jamais joué ensemble. Et il a tenté le coup, et quand on voit le résultat... Hadjam, Chergui. Hadjam, qui joue comme un axial gauche. Alors que on voit, il a utilisé arrière droit, arrière gauche. C'est que vraiment, il a confiance à son groupe. Et je trouve que c'est positif. Il y aura des changements aussi face à l'Arabie Saoudite. Ça sera certainement pas l'équipe type, puisque Hicham Boudaoui et Mohamed Amin Amoura ont été libérés donc pour blessures également. Beaucoup de blessures. Oui, vous faites bien de parler de Amoura. Est-ce que pour vous, je vous pose la question, Amoura, l'entraîneur le connaît, il l'a vu, c'est une valeur sûre. Est-ce qu'il fallait l'utiliser sur les 90 minutes? D'ailleurs, il termine avec une blessure. Je pense que c'est... Oui, je pense qu'il peut. Il s'est mis dans la tête, peut-être que... On gagne 3-1, Zimbabwe, bon, ça y est, les choses sont faites. Est-ce qu'il n'a pas pris un risque? Voilà la question. Ben, quand on voit que le joueur s'est blessé à la fin, forcément, on va se dire qu'il a pris ce risque-là. Maintenant, si Amoura ne serait pas blessé, je pense que le débat... n'aurait pas eu. Exactement. Ah, donc après, mais c'est ça le football. Voilà, oui, voilà. Donc je pense qu'il a pris des risques. Ça pouvait être un autre joueur aussi. C'est Amoura. Donc, bon, après la blessure, il n'y a rien de méchant. C'est pas... Non, il ne pourra pas jouer le match contre l'Arabie Saoudite. Voilà. Et par rapport à Keba, je vous ai vu tout à l'heure esquisser, on va dire, un geste par rapport au fait qu'il n'a joué que 10 minutes sur ce match. On aurait aimé le voir un peu plus. Moi, j'aurais voulu le voir sur ce match-là d'entrée. Parce que Kebal, c'est vraiment un super joueur. Et... il est en train de faire superbe entame de saison avec le Paris Football Club. Même la saison dernière, il a été remarquable. Disons qu'il y avait moins de visibilité avec la Ligue 2. Mais là, il est en Ligue 1. On l'a vu sur de gros matchs, sur des adversaires de renom, où il a fait des adversaires très durs à jouer, où il a fait il a rendu une belle copie, quoi. Bon, après, c'est Kebal. Moi, personnellement, je le connais depuis une quinzaine d'années, on va dire. Il est à son niveau, il a toujours été remarquable. Il a été formé au Girondins de Bordeaux quand il était plus jeune. Il est sorti de Bordeaux en allant jouer dans une équipe amateur. Il a fait une demi-saison exceptionnelle. Il se retrouve à signer à Reims, prêté à Dunkerque. Il va au Paris FC. Ben, on voit le résultat aujourd'hui. C'est une valeur sûre. Et c'est un joueur on va dire, dans le futur sur qui on peut compter. Est-ce que
ça ne met pas un peu plus de pression sur le sélectionneur? Si Kebal, on va dire, s'impose sur ce côté-là, est-ce que ça va mettre une pression Sur ce supplémentaire? côté-là, vous voulez dire? Le côté droit. Côté droit, voilà. Côté droit. Pour moi, le côté droit, c'est Mahrez et Hadj Moussa. Justement, Voilà. il y a deux joueurs qui jouent sur le côté droit, mais c'est Kebal, va s'imposer, on va dire, sur les deux matchs. Est-ce que ça va pas être une pression supplémentaire pour le coach? Non, je pense pas, parce que je pense que Kebal est beaucoup plus performant peut-être dans l'axe. Voilà. Pour vous, vous voyez en axial? Oui, en tant que meneur de jeu, ça dépend de Dans quel l'animation. système on joue. Voilà, si on joue en 4-2-3-1, je pense qu'il peut être un vrai meneur de jeu aussi. Et cette charnière à 3, vous en pensez quoi? D'habitude, il joue à 2, là, il a essayé une charnière à 3. Est-ce qu'on va jouer comme ça dans le futur ou pas? C'est la question qu'on se pose. Mais ça peut être une solution. Est-ce que, quand on voit la qualité des joueurs que nous avons, notamment, je parle des deux pistons, vous dites pas il y a un coup à jouer à ce niveau-là? Bien sûr. Avec Ait Nouri d'un Bien côté, Belghali de l'autre, Attal, je ne sais pas s'il va revenir ou pas. Il y a de la qualité. Est-ce que vous ne dites pas, à un moment donné, il faut oser, il faut tenter? C'est ça le foot également. Je pense qu'il a tenté parce que justement, on a deux pistons qui sont, enfin, même, on peut être même 3 ou 4. Parce que imaginez que si Ait Nouri, il ne serait pas sur ce match-là. Ait Nouri qui a évolué comme un électron libre. C'est l'impression qui se dégageait parce qu'on le voyait côté gauche, on le voyait au milieu, décroché, aller à droite. Et là, le système, il lui a permis d'être un peu plus à l'aise, etc. Et tout. Donc là, c'est différent. Donc il se dit qu'il y a 3 défenseurs derrière lui, avec les milieux défensifs qui viennent couvrir aussi son côté. Donc il a été un peu plus à l'aise. Après, c'est l'adversaire aussi qui a fait que... J'allais vous poser la question. Ouais. L'adversaire, le Zimbabwe, est-ce qu'on peut se permettre ce système-là face à une équipe d'un niveau, comme le disait tout à l'heure Ali Hamouche, d'un plus haut niveau? Personnellement, je pense pas. Je pense pas. Mais quand on a confiance à ces joueurs, je pense que il peut le tenter. Maintenant, sur quel match, à quel moment, on ne sait pas encore. Mais ça nous a permis de voir notre système différent. Je pense que c'est la première fois que... C'est la première fois, c'est la première fois qu'il joue avec une défense à 3. Voilà. Et avec l'absence de 2 défenseurs qui sont Ben Sebaini et Mandi. Mais je pense que c'est ça qui l'a poussé à jouer sur ce système-là. Je pense parce qu'il y avait un manquement au niveau de la charnière centrale. Jouer contre le Nigeria avec ce système, est-ce qu'on prendra, enfin, ou autre, Nigeria, ou je veux dire une grande équipe africaine, est-ce qu'on va le tenter ou pas? On ne sait pas. Je voulais vous avoir votre avis sur les 2 nouveaux qui ont été récemment convoqués, à savoir Belghali et Chergui, qui sont 2 éléments défensifs. Ben, on les a vus déjà avant ce match-là. On a l'impression qu'ils sont là depuis longtemps. On les a vus. Belghali, on l'a vu sur un peu plus longtemps. Chergui, on l'a vu sur 10 minutes contre l'Ouganda. Là, titulaire d'entrée. Ouais. Après, même contre l'Ouganda, on a vu comment il est rentré, l'esprit de guerrier. On a l'impression qu'ils sont là depuis longtemps. Ils sont bien rentrés dans le groupe. Je trouve que c'est très positif. Parce qu'aujourd'hui aussi, on a besoin d'avoir une vision lointaine. Parce qu'il y a des joueurs qui arrivent sur la fin. Et aujourd'hui, quand on regarde le futur, on se dit, tiens, il y a des joueurs qui arrivent et qui ont envie de donner le maximum. Il a annoncé pour... vous dites sur la fin, Mahrez dit, ce sera ma dernière Coupe du Monde. Bounjah également qui va arrêter. Au milieu de terrain également, bon, je pense qu'il y a des joueurs... Je pense que Benassa aussi. Pourtant, il est jeune, Benassa. Mais les blessures, il est handicapé par les blessures. Donc, vous dites, ils sont bien intégrés. Moi, je voudrais revenir sur un joueur. Maza. On l'a vu contre le Zimbabwe. Est-ce que vous ne dites pas, on en a parlé avant le début de l'émission, que Maza pourrait être le Benassa de 2019? Quand je dis Benassa de 2019, eh bien, tout simplement, c'est la grosse découverte. Il peut être la surprise. La bonne surprise. Il peut être la bonne surprise pour la prochaine CAN. On voit qu'il est en plein boom avec son club. Il monte en puissance. Il monte en puissance. Il a été 2 fois man of the match. Oui, il est bien dans sa tête. Il ne se complique pas la vie. Et au contraire, c'est ce qu'on aime sur les joueurs comme ça. Ils se font aucune... Il n'y a aucun complexe. Ils sont là, ils se donnent. Et je pense pour la CAN, ça peut être vraiment la surprise. Le changement de club, ça lui a fait il a pris en notoriété parce que quand on passe d'un Hertha Berlin à Bayer Leverkusen, joue une Ligue des Champions, il a même pas 20 ans. 22 ans. Ouais. 22 ans. 21 ans. Bon, il va faire 22 ans. Voilà. Ouais, non, c'est honnêtement,
Et en plus, on voit que le Maza de ce dernier match, le Maza timide un petit peu quand il est arrivé. Bah, il est arrivé sur la pointe des pieds, voilà, ça se comprend. voilà. Aujourd'hui, c'est fini. Il est vraiment, vraiment lancé. Mais je pense que c'était son premier match en tant que titulaire en plus. En tant d'entrée, Voilà. match. C'était son premier match. Ouais. Donc on voit que voilà, il y a quelque chose. Et puis je pense qu'il y a également pour un joueur très important, la confiance de l'entraîneur. Quand je dis la confiance de l'entraîneur. Ouais, mais je pense que la confiance, surtout la confiance qu'il a en club. Parce que quand il arrive en sélection, il se dit, voilà, il a pris une autre dimension. Voilà, ça y est, il joue quand même dans un grand club, donc c'est pas, voilà. Aujourd'hui, quand il arrive en Algérie, on voit qu'il est à l'aise, il est tranquille. On voit qu'il est, même quand il fait des conférences, on voit qu'il est un peu timide, etc. et tout, mais sur le terrain, c'est un autre joueur. C'est le joueur qui est capable de donner ses bonnes passes vers l'avant, des passes décisives. Il est super. Moi, personnellement, son style de jeu, j'aime beaucoup. Il est moderne, intelligent, très bon techniquement, très habile tactiquement, parce qu'on voit aussi qu'il fait le boulot. Non, j'espère qu'on aura encore beaucoup plus de joueurs que Maza. Justement, vous l'avez dit, il y a la qualité des joueurs. Là, aujourd'hui, avec ce groupe élargi, pour l'entraîneur Petkovic, il ne doit pas dormir, parce que là, il faut dégager la liste. Trop de talent, ça tue le talent. Voilà, quand on est sélectionneur, on a tous ces joueurs-là. C'est vrai que, parce que le pire, c'est qu'à un moment donné, il faudra faire des choix. Il faut faire des choix, c'est ça justement. Pas pour jouer, pas pour le 11 rentrant, mais déjà sélectionner les joueurs qui vont à la CAN. Parce qu'on est limité quand même. 27. 27 joueurs. 27 joueurs, dont 3 gardiens, donc 24 joueurs de choix. Ouais, donc à un moment donné, il y aura des joueurs qui vont rester sur le carreau. Eh oui. Mais tant mieux, c'est la richesse, c'est la richesse du pays. Et il peut y avoir d'autres surprises aussi d'ici la Coupe du Monde avec d'autres joueurs qui vont arriver. Ça serait un autre tournoi. Ouais. Il y a un joueur qui fait débat, c'est Ramiz Zerouki. Vous êtes pour ou contre? Moi, honnêtement, je ne comprends pas les critiques, parce que les critiques, des fois, ça peut être une critique constructive, positive, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'on fait des faux débats sur lui. Même quand il fait des bons matchs, on cherche la mauvaise passe pour dire, pour moi, c'est un joueur très intelligent. Il est dans son rôle. Il peut rater son match comme d'autres joueurs, mais quand il rate son match, ça devient un débat national. Oui. Ça se voit tout de suite. Mais non, après, moi, j'aime bien le profil du joueur. Il nous a. Parce qu'aujourd'hui, il a combien de sélections à peu près? Il a dépassé les dizaines de sélections. Largement, oui. On se rappelle de ce match-là, le fameux match on gagne 2-0 où il trouve le moyen de marquer, de nous soulager. C'était après, en plus, non. Je ne sais pas si c'était pas après la défaite de la Guinée, non? Ce match où on a gagné avec le but de Chaibi Zahouri. Je ne sais pas si c'était avant la Guinée ou après la Guinée. Non, il joue dans un grand club, il est... 20. Voilà. Moi, c'est un faux débat? Ouais, pour moi, c'est un faux débat. Ouais. Faux débat, très bien. Donc, vous débat. dites, il a pleinement sa place. Bien sûr, oui. Pleinement sa... Il a l'expérience en plus voulu, parce qu'il a déjà fait une Coupe d'Afrique des Nations. On va écouter Petkovic, justement, sur le temps de jeu accordé à certains joueurs avant ce match contre l'Arabie Saoudite. Sono molto soddisfatto che ho potuto dare I minuti a giocatori che fino adesso hanno giocato poco. Je suis très satisfait du fait que j'ai pu donner des minutes de jeu à des joueurs qui n'étaient pas beaucoup employés jusqu'auparavant. Sicuramente abbiamo tentato giocare in diverse maniere. On a cherché de jouer dans diverses manières. Mais con sempre stessi principi del gioco. Mais tout le temps avec les mêmes principes de jeu. Abbiamo fatto la nostra partita e poteva essere anche fatta con un numero di gol maggiore. On a fait le match qu'il fallait faire, on aurait pu peut-être marquer beaucoup plus de buts. Un'altra partita molto importante per la crescita della squadra. Et puis on a un match très important avec une équipe de notre style. Per la nostra crescita. Pour la croissance de l'équipe. Voilà, il a parlé de patience, il a parlé du jeu, il a évoqué ce match contre l'Arabie Saoudite. On va rester sur ce match, on va se projeter sur ce match contre l'Arabie Saoudite avec Riyad Mahrez. Pour lui, c'est le véritable test. Prochain match Saoudi. On va voir, ça va être un match différent, un peu plus difficile, bien sûr.
Tu apportes ta touche C'est une meilleure équipe, ça va être. Ouais, bien sûr, parce que. Tu apportes ta Je touche joue réelle pour aussi, ce match. j'ai des amis, tout ça. Oh, Inch'Allah, on va essayer de faire un bon match pour. L'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, qui avait battu le futur vainqueur du mondial, du dernier mondial au Qatar, 2-1, après avoir été mené au score. C'est-à-dire ils ont battu l'Argentine de Lionel Messi. On passe à une autre dimension. Une des meilleures équipes sur le continent asiatique et dans le monde arabe aussi. Et un championnat qui est en train de Un prendre championnat qui est en de train l'ampleur. d'exploser. Ils sont en plein boom, hein, c'est vrai. Après, on a largement les moyens de les battre. Ça va être un vrai match test. Ça, c'est le match test. Oui, ça va être un véritable match test pour nous par rapport au dernier match qu'on a joué. Mais bon, après, on a été capable, je pense, de jouer contre des grandes équipes et faire le jeu et gagner. Si demain, on est prêt, parce que il n'y a pas de complexe, hein, parce qu'il n'y a pas de résultat, on va dire, le résultat, il va pas... Gilles Elibel, quand vous dites on a joué contre de grandes équipes, si je reviens sur le parcours de notre équipe nationale, seule équipe qui pouvait nous mettre, qui pouvait être le grain de sable dans la machine, c'était la Guinée qui nous a battus. C'était le premier match de Petkovic à Alger. On a fait match nul contre eux. Pour le reste, c'est des adversaires très modestes. En Coupe d'Afrique des Nations, c'est la même chose. Le seul test, c'était la Suède. Et l'équipe a montré du caractère. Bien qu'elle ait été battue, elle a montré du caractère. Puisqu'on est revenu à 4-3. Oui, c'est ça. Sinon, le vrai test, c'est l'Arabie Saoudite. Un mondialiste. Une équipe qui a brillé lors du dernier mondial. Mais ça, on va en parler tout juste après cette pause. Alors, je reviens à ma question avant la pause. L'Arabie Saoudite, c'est le deuxième véritable test sous l'ère Petkovic. Même si, je le dis, en football, respect aux adversaires et un match n'est jamais gagné avant. Ça se gagne sur le terrain. Voilà, donc c'est pour ça que je reviens à cette question. Un vrai match test, c'est sûr. Après, moi, j'ai une autre... Une autre approche ? Ouais, parce que... Très bien. Jouer pendant le Ramadan à 14h au Botswana, c'était un match test. Un vrai match test. Et on l'a gagné. Aller gagner en Ouganda, alors qu'on était mené 1-0. Je le dis tel quel. Ce n'est pas pour dévaloriser les oui, résultats de l'équipe bien nationale, sûr. mais je dis en termes de nom, en termes d'équipe, De notoriété. Oui. de notoriété, merci. Après, quand on parle de non-notoriété, je pense qu'aujourd'hui... Après, on va regarder le classement FIFA Ouais, également. ouais, Je ne sais pas si c'est une indication. Voilà. On a été incapable sur la dernière Coupe d'Afrique de battre la Mauritanie, de battre le Burkina Guinée Faso et de équatoriale. battre l'Angola. La Guinée équatoriale. Non, la dernière. Non, ça c'était bien avant. avant. Ouais, c'était avant. ouais. C'est Vous voyez, la c'est Guinée trois- équatoriale qui nous avait infligé Voilà, la première défaite, La première défaite, ouais. qui avait mis fin à cette série. Vous voyez, donc on parle de Mauritanie, Angola et Burkina Faso. On les a pas Question, battus. Djilaï Balou. Est-ce que vous avez vu les fiches techniques, l'analyse technique de ces matchs? Vous enlevez le match de la Mauritanie où, pour moi, ce jour-là, l'entraîneur national avait tout faux. Sinon, sur les deux matchs précédents, contre le Burkina et également le deuxième match, si vous regardez les XG, c'est-à-dire le nombre d'occasions qui auraient pu se traduire en but, si vous regardez la possession, le nombre de corners, tout cela, eh bien, on était largement devant. C'est pour ça que je dis, sur la physionomie du match, sur les 90... Mais on ne les a pas battus, vous avez entièrement raison. Ça reste, c'est la physionomie du match où on a dominé. C'est pour ça que je dis à l'exception du match de la Mauritanie, où la Mauritanie nous a fait déjouer, et c'était la première fois que l'Algérie était battue par la Mauritanie, dans l'histoire des confrontations Ouais, c'est directes. sûr, ouais, c'est sûr. Donc, quand je reviens aujourd'hui, quand je dis, et pourquoi je parle de deuxième test, parce que, de prime abord, quand vous regardez la composante des équipes qui ont été nos adversaires dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, on était favoris, tête de série. Oui, bien sûr. Très bien. Donc, on parlait pour ça, je dis, l'Arabie Saoudite, comme le disait Ali Hamouche, c'est une équipe qui a de la notoriété, qui a un vécu, qui est resté avec un entraîneur qui connaît bien son équipe. Par rapport à ce match, vous ne pensez pas qu'il aurait été plus judicieux d'affronter une équipe africaine, puisqu'on va jouer la Coupe d'Afrique des Nations, mais une grosse cylindrée d'Afrique, par rapport au fait de jouer une équipe asiatique? Ben, c'est différent, parce que pour moi, c'est plus une équipe arabe.
On va dire qu'on est parti plus dans cet esprit-là, parce que dans la Coupe d'Afrique, tu peux jouer contre la Tunisie comme contre l'Égypte, tu peux jouer contre le Maroc. Donc peut-être que il fallait jouer contre une équipe arabe. Après, jouer l'Arabie Saoudite, je trouve que c'est bien, c'est très bien. Jouer une équipe africaine, je pense qu'on a tous les matchs, on les joue contre des équipes africaines. La preuve, il y a 3-4 jours, on a joué contre une équipe africaine. On n'a pas encore joué face à ce qu'on appelle, ce que disait Mamar, une grosse équipe. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud. On a joué par le passé le Sénégal au Sénégal. On les a battus. Et derrière, est-ce que ça nous a apporté quelque chose? Voilà, est-ce que ça nous a apporté quelque chose derrière? Non, puisque voilà, on a été éliminé en... Non, je pense que au contraire, c'est un match test. Je pense après aussi, c'est pour le marketing aussi, parce que ça reste l'Arabie Saoudite. Mais il faut dire également à la décharge des entraîneurs. Moi, j'ai regardé également ce qu'ils faisaient. Par exemple, le Sénégal a joué le Brésil. L'Angola a joué l'Argentine, mais parce qu'il y avait un anniversaire. Ils ont payé très cher la venue en millions de dollars, 15 millions de dollars à peu près, la venue de l'Argentine. C'est pour ça. Mais c'est assez spécifique aux Anglais. Ils fêtaient un anniversaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les entraîneurs n'ont pas beaucoup de dates FIFA jusqu'au mondial. Il y a le tournoi africain, il y a le mois de mars, après je crois qu'il n'y a plus rien, il y a encore une date et c'est terminé. Il n'y a plus rien. Donc ça reste vraiment très limité pour les matchs amicaux, les dates FIFA. Notre préparation pour la Coupe du Monde, Inch'Allah, ça va être sur la CAN. C'est sur la CAN, où tout va se faire. Voilà. Donc le match, il aura lieu demain, 17h30, heure algérienne. Sûrement, la composante va changer. On va avoir une autre défense, un autre milieu de terrain, une autre attaque également pour cette confrontation. Et comme le dit si bien Mahrez, ça va être un tout autre match face à un tout autre adversaire. On va passer maintenant à notre équipe nationale à prime. Battue 3-2 par l'Égypte. Aujourd'hui, elle a joué contre l'Égypte. Match nul, 0-0 dans une équipe remaniée à Hamouche. Les 11 joueurs, il a changé complètement par rapport au premier match. Le premier match où l'équipe nationale a été battue 3-2, elle menait 1-0, elle a été rejointe au score, elle a rajouté un deuxième but. Pour s'incliner. Pour s'incliner au final 3-2. Donc pour ce match, il a changé complètement la donne avec le changement du 11 rentrant. Sur le premier match, je voudrais rester par rapport aux erreurs défensives. Charnière centrale. Charnière centrale composée de Imaddine Azi et Madani. Et également, donc, les deux qui ont composé cette charnière centrale. Mais beaucoup d'erreurs sur les 3 buts. On a encaissé 3 buts sur 3 erreurs de marquage, des erreurs de placement en défense. D'ailleurs, on va le voir on va le voir en vidéo sur ces occasions. Et cette fois-ci, sur le deuxième match qui s'est joué aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on va dire, l'aspect offensif, le compartiment offensif qui n'a pas donné satisfaction. Donc, on le voit, les erreurs défensives commises sur les buts de l'Égypte. Et sur ce deuxième match, il y a eu, on va dire, l'attaque est restée muette. Il a manqué l'efficacité. 0-0. Djellali Behloul, 3-2. Ali Hamouche le disait, des errements sur le plan défensif, des erreurs de placement, des erreurs individuelles, changement, il a complètement remanié son équipe. Est-ce que vous arrivez à lire ce que veut faire Majid Boughara? Honnêtement, j'aurais voulu vous dire oui, mais honnêtement, non, pas du tout, parce que ça change tout le temps. D'un stage à l'autre, il y a... La coupe arabe débute dans 10 jours. Dans 10 jours. Enfin, dans 15 jours, le premier. Il est encore à la recherche de son 11. Après, pour moi... On le voit, coach, sur les images, on le voit, le placement des deux axiaux. Et le joueur qui passe entre les deux, ils ont laissé... c'est une erreur de marquage entre les deux axiaux. Après, sur le deuxième but, c'est au deuxième poteau. Mélisag qui laisse le joueur égyptien dans le dos et qui place une tête au fond des filets, on le voit. Au deuxième poteau, il se fait surprendre, alors qu'il sentait le joueur derrière lui. Après, c'est plus un duel perdu qu'une erreur sur ce but-là. Alors, je reviens à ma question. Est-ce que vous arrivez à lire? Non. Comme je vous ai dit, non, pas du tout, parce que... Enfin, la seule chose qui est un peu rassurante, c'est qu'on se dit que... Et ça pourrait changer, vous parlez de changement, et ça pourrait changer d'ici la Coupe arabe. Pour moi,
enfin, je me dis, je pense pas parce que c'est le dernier stage. Donc c'est le dernier stage qui doit préparer la CAN. S'il y a un changement d'ici là dans Coupe arabe plutôt. Coupe arabe. S'il y a un changement d'ici là, je n'arrive pas à comprendre. En fait, même les joueurs, je pense, hein, il y a des joueurs, par exemple, qui étaient sur le dernier stage, ils n'y sont pas aujourd'hui. Et s'ils ne sont pas aujourd'hui, je ne vois pas comment ils peuvent être convoqués. Il l'a dit clairement en conférence de presse, quand il le dit, j'attends la liste de Petkovic, il pourrait récupérer des joueurs de cette liste pour les intégrer dans son équipe. Donc il y aura des changements d'ici la Coupe arabe. Ouais, mais bon, d'accord, mais... D'aller sur un tournoi comme ça avec une équipe dont les joueurs n'ont pas beaucoup évolué ensemble, c'est pas prendre des risques? Je pose la question, peut-être que la mayonnaise va prendre, hein, je ne sais pas. Ben, hier, on m'a posé cette question et j'ai répondu de manière spontanée. C'est que, est-ce que... Qu'est-ce qu'on veut? Non, on m'a dit, est-ce qu'on peut gagner la Coupe d'Arabe? Ben, je lui ai dit, j'ai répondu plutôt, on gagne la Coupe d'Arabe, on va dire oui ou non en fonction des joueurs sélectionnés. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va être sélectionné. Attendez. Parce que dans la vie, en football notamment, il faut toujours s'appuyer sur ce qu'on a fait précédemment. Lors de la dernière Coupe arabe que nous avons gagnée, il y avait eu combien de matchs amicaux? L'entraîneur national? Il y a eu beaucoup avant. Une quinzaine de matchs amicaux. 15 ou 17 matchs amicaux. Au final, on a fini avec une équipe de classe. Ajouté à cela, on a terminé avec des joueurs de l'équipe A. Brahimi, Laili, Belamri, Boulhi. Dans les on avait une équipe de classe. On a terminé avec une superbe équipe. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour aller chercher cette Coupe arabe. Mais ce n'est pas le cas parce que c'est flou en fait, on ne sait pas. Pour moi, ben déjà, si on parle d'un poste par exemple bien précis, l'arrière-gauche de la sélection. Oui. On ne sait pas. On a Assaf qui s'est blessé. Donc d'ailleurs, je pense que c'est la première sélection de l'arrière-gauche de Constantine. C'est la première sélection. Oui. Donc vous voyez, on est tout. Moi personnellement, j'arrive à suivre. Parce que quand je parle de changement, il y a également des joueurs, mis à part ceux de l'équipe nationale A, il y a des joueurs qui jouent dans les pays du Golfe, au Qatar plus précisément, qui vont venir. Et là, je parle de Brahimi Ounas, qui vont être certainement retenus pour cette Coupe arabe. Donc si on les intègre, ça va créer encore des changements. Vous pensez que ça... Ils ont donné leur accord. Ils ont donné leur accord. Brahimi Ounas seront présents. Même le sélectionneur national, Majid Bouguera, il l'a annoncé en conférence de presse. C'est déjà 2 points. Bon, c'est 2 points offensifs, 2 super joueurs. D'accord. Mais bon, les joueurs qui sont sélectionnés jusqu'à maintenant, on les a sélectionnés pourquoi? Par exemple, on prend le cas de Roule. Est-ce qu'il va être sélectionné ou pas? Je pense qu'il va faire partie de l'équipe. Attends, vous me dites est-ce qu'il sera titulaire ou pas, ça je ne sais pas. Mais je pense qu'il fera partie de cette équipe. Et des joueurs comme... Le rôle l'attaquant de Constantine. C'est Constantine, On va suivre et on va voir ce qui va se passer. En tout cas, on n'arrive pas à dégager le... on va dire même flou. Pas le 11, la sélection qui sera retenue. C'est flou, parce que là, je viens d'apprendre que Brahimi va jouer la Coupe d'Arabe. C'est ce qu'il avait annoncé lors de la dernière conférence Attal de presse. Également. Attal pourrait rejoindre. Donc, Attal, ça va... S'il n'est pas retenu, s'il n'est pas retenu, on a bien dit, tout dépendra de la liste de Petkovic. Non, mais Attal va être retenu. D'accord, mais s'il est retenu, donc on en parle plus. Oui, voilà. Donc tout dépendra de la liste de Petkovic. Donc il y a beaucoup d'incertitudes concernant la liste. Voilà, c'est l'incertitude. C'est exactement ce que je voulais dire. Et alors, en plus, dire je vais conserver le titre, c'est un peu compliqué. Tout dépendra des adversaires également. Qui sera présent, avec quels joueurs les autres nations seront représentées. Parce que n'oublions pas, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Juste derrière. Donc à partir de là, les entraîneurs, bien évidemment, priorité à la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce n'est pas une date FIFA. La Coupe arabe n'est pas une date FIFA. Donc ils risquent de ne pas avoir tous les joueurs. Les clubs risquent de ne pas jouer le jeu. C'est pour ça que je dis que ça reste très compliqué, cette Coupe arabe. Après, si on est demi-finaliste déjà, je pense c'est très bien. C'est très bien. Objectif largement. Je pense que ça peut être. L'objectif largement atteint. Voilà concernant nos 2 sélections. On va passer à la rubrique des hauts et des bas.
Ben voilà, non, on disait que vous avez appris donc la convocation d'El Amounès et de Brahimi pour la prochaine Coupe arabe. On va passer au club maintenant, la JS Kabylie. La JS Kabylie qui reste la bête noire chez les féminines, bien évidemment, d'Arbou. Absolument, elle l'a battu en finale de Coupe d'Algérie au stade Mustapha Tchaker. Sur le même stade, il réédite le même exploit en s'imposant en Super Coupe d'Algérie, puisque le club féminin d'Arbou avait été champion d'Algérie. Donc ils ont affronté le vainqueur qui est la JS Kabylie et la deuxième titre en l'espace de quelques mois. Super but, coach. Hein. Super coup franc plutôt. Hein. J'aime beaucoup l'équipe de la JSK. Hier, j'ai eu l'occasion d'être avec elle sur le plateau. Je salue Naïma de là où je suis, parce qu'elle fait vraiment un super boulot. Parce que c'est le 4e, je crois, trophée en l'espace de 1 an. Il y a eu la montée, la Coupe d'Algérie, 3e. Non, franchement, je leur souhaite le meilleur pour le futur. Au-delà de la JS Kabylie, je vais parler du développement du foot féminin. Je pense que la fédération a eu le nez creux en ramenant M. Khalid Benstiti pour s'occuper de l'équipe nationale. Et ça a permis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les résultats de l'équipe nationale, notamment cette victoire contre le Cameroun, en aller-retour, cette qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, avec peut-être des chances d'aller en Coupe du Monde. C'est la dernière participation à la Coupe d'Afrique des Nations, éliminée au pénalty par le Ghana. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on est passé à une étape supérieure? Ah oui, bien sûr, complètement. Là, l'équipe féminine algérienne, c'est plus l'équipe d'il y a une dizaine d'années. Hein. On voit déjà sur la dernière Coupe d'Afrique, ça a été vraiment magnifique. Le match qu'ils ont joué contre le Cameroun, ça a été parfait. En aller-retour. Ouais, en aller-retour. En plus, au retour, on a gagné aussi au retour. Ouais. À Douala. Ouais. Donc non, c'est super. Maintenant, il faut continuer. Et ça passe par le développement du football féminin en Algérie. Bon, on a toujours cette base qui vient de France, etc., et tout, qui est solide. À la même place où vous êtes, la semaine dernière, on a reçu 2 entraîneurs de football féminin. Une qui était anciennement fédérale, qui s'occupait du football féminin à la fédération, et l'autre qui est entraîneur du Chabab Riadi de Belouizdad, qui nous disait, vous savez, contrairement aux idées reçues, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent venir jouer au football. Ah oui. Donc, la question, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas justement, et j'avais posé la question à vous, Joanne, aujourd'hui, beaucoup plus d'initiatives en direction des féminines, une plus grande exposition, avoir des idées, inviter les écoliers, écolières, les lycéens, lycéennes, surtout à venir assister. L'horaire des matchs. Et surtout l'horaire du match, 9h du matin. Ouais, arrêtons, 9h. Pour qu'il y ait plus de monde dans les stades. Après, c'est aussi l'organisation. Hein, parce est-ce qu'on a des stades de partout? Est-ce qu'on peut? Mais en tout cas, il faut se donner les moyens. Parce que on parlait justement hier de ça. Et on parlait de championnat algérien. On m'a appris qu'il y avait l'équipe de Tissim Silit. Mais vous avez une équipe à Lisane, Tissim Silit, Constantine. C'est-à-dire que ça touche à peu près toute l'Algérie. Ce que je veux dire par là, ce qui manque, c'est l'exposition médiatique. Bien sûr. Voilà. Quand vous n'avez pas l'exposition médiatique, quand la Ligue chargée du football ne communique pas assez sur le projet qu'elle porte, mais également la compétition qu'elle organise à partir de ce moment-là, c'est difficile. C'est compliqué. Bien sûr, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il manque également l'accompagnement. Ah, mais je pense que ça va, avec le temps, ça va arriver. Déjà avec notre sélection féminine qui fait honneur hein, aujourd'hui. Je pense qu'on va prendre. Ça peut être une locomotive. Ah bah oui. C'est la locomotive. Ça doit être. Si on fait l'exploit de passer d'aller en Coupe du Monde, c'est sûr que derrière, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être un déclencheur. Parce qu'on les voit, les filles, ils regardent des matchs de foot. Mais tout le monde aime le foot. Ils regardent le classico. On voit le nombre de filles qui portent maintenant les maillots de club, qui parlent de foot. Voilà, on voit. Donc je pense que dans le futur, ça peut être vraiment bon. Je vais terminer avec le match barrage. Nigeria, République démocratique du Congo. Le Congo, c'est la bonne surprise qui s'impose dernière minute contre le Cameroun, contre les Lions indomptables. Ça fait très mal aux Camerounais. Ça a rappelé un peu... 8 phases finales de Coupe du Monde pour le Cameroun. 8 phases finales de Coupe du Monde, mais ça nous a rappelé surtout une élimination qui a été très dure à la dernière minute. Voilà. On s'est tous rappelé ça. Puis le Nigeria, grande nation également du football africain, qui a réussi à se qualifier contre le Gabon. Il y avait ce match barrage Nigeria, République démocratique du Congo. Et ça s'est joué au pénalty. Après un but partout à l'issue du temps réglementaire, et la séance de tir au but a souri à la République démocratique du Congo. Et chacun des deux entraîneurs, on va dire,
a joué, on va dire, un coup de poker. Eric Schell a donné confiance à 2 joueurs qui n'ont jamais tiré de penalty dans leur vie. Donc statistiquement, le gardien c'était une première. Le gardien de but ne pouvait pas avoir d'indication par rapport à ça. Et la grosse surprise, c'est le gardien de but qui rentre pour les pénaltys. C'est le gardien remplaçant d'une formation, le FC Noa en Arménie. C'est le 3e gardien en sélection et c'est le gardien remplaçant dans cette formation arménienne, le FC Noa. Il est le remplaçant du gardien de l'équipe nationale. Je rappelle juste pour nos téléspectateurs, pour Timothy les plus Fayoulo. Ouais. Rappelez-nous le nom. Timothy Fayoulo. Fayoulo, c'est lui qui permet la qualification de la République démocratique du Congo. Mais juste pour les plus jeunes qui ne s'en souviennent pas, le Congo a déjà participé à une Coupe du Monde. Ce n'était pas le Congo à l'époque, ça s'appelait le Zaïre. C'était en 1974. Ça a été très dur pour eux. Ils avaient été battus par la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, 9-1, si je ne me trompe pas. C'était un score assez lourd. Tout le monde s'en souvient. D'ailleurs, tout le monde, à l'époque, sur les résultats, alors que l'Afrique militait pour une 2e place, ça a été très dur. Il a fallu que la Tunisie, en 78, qui a réussi un super parcours avec une grande nation, ils avaient éliminé l'Algérie d'ailleurs, pour la qualification au mondial argentin, pour permettre après à l'Afrique en 82 d'avoir plus de nations. Je voudrais revenir, c'est une surprise pour vous la qualification de la RDC, qui se qualifie pour le tournoi intercontinental, qui aura lieu au mois de mars. Je pense que la surprise, c'est l'élimination du Nigeria. Parce que, avec l'armada qu'ils ont, c'est une faute professionnelle. Finalise la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est interdit. En plus, quand on voit un peu le match hier, ils ont manqué de sérieux, ils ont manqué de professionnalisme, tout simplement. Ils sont pas. Je parlais à un proche de l'entraîneur du sélectionneur Eric Schell, qui me disait, vous le disiez tout à l'heure, qui était entraîneur au MCO. Au MCO, et qui me disait que Eric Schell doit gérer l'équipe nationale et gérer également les problèmes. Les problèmes, c'est-à-dire administratifs, conflits avec la fédération, le problème des primes. Donc tout ça, est-ce que ça a influé sur... Non, je pense pas. Non. Ça se joue, là on parle des nations, on parle pas d'un club. Tu peux pas gérer une fédération, non. Ça s'appelle le Nigeria. Quand on est au mondial, je pense là, c'est des matchs, déjà, je sais pas combien de millions d'euros. Et surtout, la paix sociale. Là, on parle d'une Coupe du Monde. Le Nigérien ce matin, il y a eu un problème de prime qui a été soulevé par les joueurs. Mais à un moment donné, tu joues la qualification pour te qualifier au mondial. Les primes, c'est secondaire. On parle même plus de primes. Parce qu'en plus, quand tu vas au mondial, c'est 10 millions ou 10 millions de dollars dès le départ. Fini, ouais. De sabre, la qualification, de sabre. Je suis content pour lui déjà. Après, le RDC, ils ont toujours des joueurs de qualité, toujours. Et là, je pense qu'ils ont raté la qualification. Ils ont de bons clubs en Coupe d'Afrique. Oui, il y a Saint-Éloi-le-Popo. Qui est qualifié d'ailleurs. Bien sûr, il y a Maniama, je crois aussi, qui sont qualifiés. Après, ils ont raté la qualification directe. Parce qu'il y a ce fameux match contre le Sénégal chez eux à 2-3 journées de la fin, qui perdent, je crois, Ils menaient 2-0. Voilà, c'est ça. Ils perdent 3-2. Et sinon, ils seraient qualifiés directement, mais ils sont à leur place. Maintenant, sur le tournoi. Il y a le tournoi. Voilà, et on verra un petit peu ce qui va se passer. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. 6 équipes. Donc, il y aura déjà la Bolivie qui représentera le Cambodge. Il y aura une équipe, la Nouvelle-Calédonie. Et également, donc, une équipe de l'AFC, donc asiatique, et 2 équipes du CONCACAF. Et voilà les futurs adversaires. Une nouvelle fois, on arrive à la fin de l'émission. Djely Ballou, merci. Merci à vous. C'est passé très vite. Je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Et que vous retrouviez le plus tôt possible un banc, bien évidemment, en Ligue 1, en championnat de Ligue 1 ou ailleurs également. Exactement. Merci encore une fois. Allez, Hamouche, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi, je vous dis au revoir et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.